sensibles des agents sociaux, en particulier les plus vulnérables, ceux qui sont traditionnellement inaudibles, ou bien alors sur des sujets sensibles, sans réifier ces agents sociaux dans des concepts qui leur sont étrangers, sans non plus les donner à voir sous un jour qui peut les stigmatiser davantage, mais sans non plus esthétiser la misère et sans encore abandonner la raison scientifique. Autrement dit, sans misérabilisme et sans populisme, pour reprendre le double écueil pointé par les sociologues Claude Grignon et Jean-Claude Passeron. Comment organiser la mise en forme, en texte, ou la mise en récit, si on reprend la formule de Ricoeur, pour passer de l'enquête ethnographique à l'écriture sociologique. Alors, il y a pas mal de sociologues qui se sont intéressés à ces questions, notamment Danielle Bizel, dans la mesure où elles engagent des questions sur l'épistémologie, la méthodologie des sciences sociales, voire leur éthique, comme également sur la question de comment on fait la preuve, comment administrer la preuve, mais aussi sur les usages, notamment politiques, dont les sciences sociales peuvent être l'objet et qu'évidemment elles ne contrôlent pas toujours. Donc il nous a semblé que la collaboration des sciences humaines et sociales avec des artistes pourrait permettre de poser à nouveau frais ou d'éclairer ces enjeux d'un jour nouveau, car ces rapprochements tracent des chemins de pensée et de création qui peuvent être imprévisibles, inattendus, et que chacun, côté artiste et côté chercheur, peuvent s'approprier. Et pourtant, dès qu'on creuse un peu la question, la rencontre entre les deux univers n'a finalement rien d'évident, en raison notamment des logiques professionnelles spécialisées qui les sous-tendent, et du fait que, dans le cas de la sociologie et de la littérature, par exemple, la première a même pu historiquement se constituer contre l'autre. Donc cette collaboration, malgré tout, dès qu'on commence à y réfléchir, n'est pas si évidente que ça. Et en même temps, on est obligé de constater, en particulier depuis les années 2000, que les sciences sociales ont vu se multiplier les collaborations, voire même des coproductions, qui sont à la fois très hétérogènes et très diversifiées, avec des créateurs ou des collectifs de créateurs issus de tout un tas d'arts. Alors la littérature, mais aussi les arts vivants comme le théâtre, la danse ou la musique, des arts plastiques, graphiques, photographiques et audiovisuels, notamment dans le cadre de projets de vulgarisation. Alors par exemple sous forme de bande dessinée, évidemment on peut penser au récit sociologique de la collection Sociorama chez Casterman, qui vise notamment à partager les résultats d'enquêtes en sciences sociales grâce à une forme plus ludique, et l'idée étant d'aller au-delà du cercle des seuls spécialistes ou en direction de s'adresser à des publics plus jeunes. Ça a également pu prendre la forme de pièces de théâtre écrites en collaboration. Donc toutes ces collaborations peuvent aussi s'inscrire dans le cadre d'une réflexion sur des objets ou des intérêts de recherche communs entre chercheurs et artistes qui du coup se font passeurs de frontières et de savoir. Et de fait, il y a de très nombreux thèmes de réflexion qui sont communs aux deux univers et qui ont permis de telles collaborations. La condition des femmes, le corps et le genre, les inégalités sociales, les mondes ouvriers, les conditions de vie dans les périphéries des grandes villes, les minorités ethniques ou religieuses, les migrations et l'exil, les violences coloniales, les enjeux écologiques, pour n'en citer que quelques-uns. Ces collaborations sont souvent à l'initiative des artistes eux-mêmes, qui sont de plus en plus nombreux à se saisir, pour se les approprier, des résultats d'enquêtes en sciences sociales, en lien probablement avec cette quête permanente de nouveauté et d'originalité, qui est un des paradigmes majeurs des arts contemporains. Sachant qu'il ne faut jamais oublier, même si c'est un aspect qui peut être dénié, le champ artistique, c'est aussi un espace économique et symbolique fortement concurrentiel, ce qui favorise les stratégies de distinction des acteurs, dont peu parviennent à devenir visibles et à stabiliser économiquement leurs activités. Repousser sans cesse les limites de leur champ d'activité et de leurs caractéristiques entraîne les artistes à dépasser d'autant plus facilement les frontières qu'aujourd'hui, la transgression des domaines bornés s'est banalisée. Du coup, les sciences sociales peuvent devenir des ressources stratégiques pour les artistes et l'art, une inspiration, voire une source pour les sciences humaines et sociales.
Alors j'en donnerai quelques exemples, évidemment en lien avec mes objets de recherche, j'ai pensé à la littérature, et notamment au récit autosociobiographique d'Annie Ernaux, sociologiquement très instruit en raison de sa proximité depuis le milieu des années 80 avec des sociologues qui s'inscrivent notamment dans la perspective théorique initiée par Pierre Bourdieu. Mais du coup, et en retour à l'inspiration que cette écrivaine a pu représenter pour de nombreux sociologues, et très récemment, par exemple, Rosemary Lagrave pour son enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe se ressaisir, ou Christine Détré pour son enquête Nomère, deux livres autoréflexifs qui renouent avec l'ambition d'une sociologie sensible, voire dans le cas du livre de Christine Détré, avec le programme d'une sociologie des émotions, tel qu'il a pu être proposé il y a quelques années par Bernard Lahire. Pour écrire le dernier opus de ce qu'elle nomme sa trilogie de la violence, Retrouver Fiona, qui vient de sortir chez Grasset, l'écrivaine Dali Farah, qu'on avait également reçue, s'est appuyée sur le livre du sociologue Didier Fassin, Mort d'un voyageur, une contre-enquête. Mais il faut aussi citer les propositions du sociologue Gérard Mauger, qui revisite actuellement des questions que la sociocritique a pu poser en son temps. À côté d'une sociologie de la littérature, est-ce qu'on peut faire de la sociologie avec ou dans la littérature, en la prenant à l'inverse ou en retour, comme un matériau ou comme une donnée? Par exemple, peut-on en sociologie partir de personnages littéraires pour comparer des trajectoires sociobiographiques, mettre en évidence des variables, des capitaux, des effets de lieu ou d'époque, des régularités? C'est ce que Mauger est en train de faire, par exemple, avec les personnages du roman d'Elena Ferrante, L'amie prodigieuse. En quoi des données littéraires peuvent-elles être utiles à l'analyse sociologique? La littérature peut-elle nourrir des hypothèses sociologiques sur la sociogénèse et la conversion des habitus, par exemple, dans le cas des mobiles sociaux, les causes sociales de la folie, et si oui, dans quelles conditions, sous quelles modalités? Et bien sûr, on pourrait se poser la même question pour le théâtre ou le cinéma. Et là aussi, on le sait, les inspirations croisées peuvent être multiples. On sait par exemple que le film Le goût des autres de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui a été élaboré à partir de leur lecture de La Distinction de Pierre Bourdieu. Ou encore que le premier long métrage d'Emmanuel Bourdieu, Fils cadet du sociologue, qui est simultanément sorti au cinéma sous le titre Vert Paradis et sur Arte sous le titre Les cadets de Gascogne, s'appuie sur le travail sociologique de son père, Le bal des célibataires. Et il faut noter par ailleurs, c'est un enjeu important sur lequel je pense on aura l'occasion de revenir aujourd'hui, ces œuvres littéraires et cinématographiques ont bénéficié à leur sortie à la fois d'une reconnaissance critique et d'un succès public. Et cette question du public, elle nous est apparue essentielle aussi, dans la mesure où la question de savoir comment des publics se saisissent, comment ils s'approprient ces produits atypiques, hybrides, qu'on a du mal souvent à classer d'un point de vue générique, est également une question importante. Alors ce phénomène est maintenant assez ancien, mais il faut dire qu'en France en particulier, il a été encouragé récemment en matière de recherche-création, qui ne sont pas françaises à l'origine, hein, Annabelle y reviendra, qui sont d'origine plutôt québécoise, mais qui sont aussi particulièrement nombreuses en Belgique. On a des collègues belges qui nous en parleront sans doute tout à l'heure. Alors, ces recherches, actions qui commencent, qui commencent à se développer en France, elles ne correspondent clairement pas au périmètre habituel de financement des projets et des structures, même si il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place, notamment des formations spécifiques, là aussi Annabelle en reparlera, mais il y a aussi un certain nombre d'initiatives institutionnelles récentes. Par exemple, autour du MUSEM de Marseille, où il y a des formes d'institutionnalisation de ces collaborations entre chercheurs en sciences sociales et artistes. D'autres initiatives comme celle qui s'appelle des chercheurs au musée. Par exemple, la création récente d'un label national Art Sciences attribué par le ministère de la Culture à une scène nationale. Même si le label lui-même Art Sciences
qui est issu de la pratique finalement, et qui est à visée promotionnelle, doit être questionné, hein, puisque probablement il met de l'unité et de la cohérence là où il n'y en a pas forcément. On peut également évoquer la création de réseaux nationaux et internationaux d'acteurs spécialisés dans ces projets, Art-Sciences, qui vont réunir des structures culturelles et universitaires, et puis beaucoup d'autres dispositifs, des résidences d'artistes, des appels à projets, des festivals, ou encore ce qu'on a pu appeler des lieux laboratoires. Tous ces dispositifs, qui sont relativement récents en France, sont destinés à rapprocher et encourager des productions communes entre artistes et chercheurs. Alors, ça concerne aussi ce qu'on appelle les sciences dures, hein, sciences de la nature, de la vie, de la santé, les technologies, mais aussi les sciences humaines et sociales. Et en même temps, on a déjà un certain nombre de chercheurs qui rappellent que le rapprochement entre art et sciences doit clairement maintenir chacun dans sa spécificité, et que leur rencontre gagne à respecter les différences que revendiquent et portent chacune des parties. Alors je ne vais pas donner tous les exemples, il y a beaucoup de festivals qui sont actuellement organisés, notamment dans le cadre de festivals de films documentaires, entre des politistes et des artistes. Il y a beaucoup de sociologues et d'anthropologues qui sont sollicités pour être des commissaires d'exposition d'art visuel en particulier. Christine Détré l'a été récemment pour l'exposition Riyad Satouf, l'écriture dessinée. Simeg Wang pour l'exposition photographique Regard sur la vie des Chinois en France au temps du Covid. Il y a également des expériences transversales et transdisciplinaires qui proposent de nouvelles formes d'expression sonore, musicale, visuelle, littéraire et plastique, avec la réalisation en commun de spectacles, des expositions. Et c'est le cas notamment du collectif Étrange Miroir, qui est pionnier en la matière, qu'on pensait accueillir avec plaisir aujourd'hui, compte tenu du caractère très original et pionnier de leur réalisation, mais malheureusement ils ne seront pas là. C'est un collectif qui collabore avec des chercheurs depuis le début des années 2010, autour de la question des migrations notamment, dans le but d'engager, je cite, et de provoquer une réflexion sociale et citoyenne. Donc ils ont déjà produit pas mal de projets qui tissent des passerelles entre monde artistique, recherche et militantisme. Il faut ajouter à ça probablement le développement spectaculaire ces dernières années de la sociologie visuelle, dans la lignée de traditions plus anciennes en ethnologie, qui illustre bien, elle aussi, ces passerelles possibles entre les deux mondes. Et du coup, on assiste à la multiplication de projets éditoriaux de sociophotographie, en particulier sur des objets liés à une meilleure compréhension des conditions de vie et de travail des classes populaires, des migrants ou des femmes, ou à la sociologie des mouvements sociaux. Je pense au travail du sociologue Brice Le Gall sur les Gilets jaunes récemment, et j'en profite pour le remercier aussi, parce que c'est à lui qu'on doit le joli visuel du programme et de l'affiche. Ou encore le travail de l'historienne Kinda Shaib sur l'imagerie des martyrs au Liban Sud lors de commémorations organisées par le Hezbollah. Dans ces cas-là, il s'agit la plupart du temps de mobiliser un support visuel, parfois à visée esthétique, afin d'élaborer des analyses scientifiques et de compléter les méthodologies habituelles comme l'observation. Mais les chercheurs en sciences sociales peuvent aussi mobiliser des supports artistiques dans la relation d'enquête pour recueillir des données, notamment pour réduire la violence symbolique qui peut s'exercer sur des enquêtés avec lesquels il y a une distance sociale assez grande. Et même si ces pratiques sont en fait plus répandues aujourd'hui dans les pays anglo-saxons qu'en France. Il y a d'autres exemples comme celui d'écriture originale ou bien de mise en scène de théâtre qui vont reposer sur des données selon des modalités diverses, sur l'exploitation esthétique de matériaux recueillis par des sociologues, ou alors qui vont adapter au théâtre des enquêtes réalisées par des chercheurs, ou bien qui vont se nourrir de réflexions qui ont été engagées avec eux. Par exemple, la pièce Sur le carreau de la metteur en scène Maya Jarville, dont l'écriture se fonde sur des entretiens qu'on avait réalisés avec des étudiants en sociologie de L3, avec mon collègue Pascal Deporter, auprès d'anciens mineurs de mines d'argent de l'Argentière, en Ardèche, à l'occasion d'une semaine de stage de terrain qui fait partie de la formation des étudiants de L3.
On peut également évoquer l'adaptation théâtrale par le metteur en scène Emmanuel Mérieux du récit Les Naufragés avec les clochards de Paris de Patrick Declercq. Ou encore les adaptations d'Annie Ernaux par Jeanne Champagne, dont on parlera tout à l'heure avec elle, qui a engagé depuis plus de 20 ans un dialogue avec des chercheurs en sciences sociales de différentes disciplines pour nourrir sa réflexion et ses créations théâtrales. Il y a aussi des projets originaux, ça fait partie de ceux qu'on avait repérés, comme le projet Binôme, qui va fêter sa 13e édition cette année. Projet qui est soutenu par le CNRS, la CASDEN et l'Institut du genre, et qui a été développé par une compagnie théâtrale qui s'appelle Le Sens des mots, où un chercheur devient l'objet d'étude d'un auteur de théâtre qui écrit une pièce de 30 minutes pour 3 voix, inspirée de leur rencontre. Ensuite, cette pièce est mise en lecture par un collectif de comédiens et de metteurs en scène et accompagnée d'une création musicale originale. Alors, notamment à l'Université de Picardie, la philosophe Estelle Ferrarez a participé à cette expérience. Il faut ajouter également un domaine de recherche qui est assez peu connu en France, qu'on appelle les Sound Studies, qui est développé davantage dans les pays anglo-saxons, où on a des artistes qui travaillent des sons de la ville, de la campagne, de la nature, des végétaux, et qui proposent de nouvelles expériences d'écoute qui sont autant sensibles qu'intellectuelles auprès d'un large public et qui collaborent pour ce faire aussi avec des chercheurs en sciences humaines et sociales. Le sociologue Philippe Le Gern, qui est un de ceux qui s'intéressent aux Sound Studies en France, souligne que différentes disciplines, l'histoire, la science politique, la sociologie, les cultural studies, l'ethnomusicologie, la littérature, peuvent traiter de questions sociales en s'appuyant sur le sonore, ou traiter du sonore en montrant comment il constitue une des dimensions du social. Et il nous semble que cette remarque pourrait être extrapolée à beaucoup d'autres matériaux que les sons. On peut ajouter les collaborations aussi de plus en plus étroites entre un certain nombre de showrunners, comme on dit, de séries télévisées, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui sont soucieux de réalisme et qui embauchent comme consultants un certain nombre de chercheurs en sciences sociales. Il y a aussi des créations chorégraphiques. Alors il y a un certain nombre d'exemples célèbres comme le ballet Conditions humaines, danse avec le grisou de Marie-Claude Pietragala, qui avait été commandé par la région Nord-Pas-de-Calais, monté en résidence avec l'aide d'historiens et qui a commémoré en 2006 les 100 ans de la catastrophe dans les mines de la compagnie de Courrières. Et puis enfin, des créations de vidéastes, notamment de vidéastes féministes comme Virginie Follop, ou de plasticiens comme Thomas Tudou, avec lequel Annabelle Alouche collabore actuellement sur un projet concernant la méritocratie, qui entretiennent eux aussi des liens étroits avec les sciences sociales et réciproquement. Alors toutefois, bien qu'un certain nombre d'institutions culturelles, et en particulier, je l'ai évoqué tout à l'heure, le MUCEM, donc Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, préconisent, favorisent et dans un certain nombre de cas institutionnalisent ces échanges, Christophe Broca nous en parlera tout à l'heure, au niveau bibliographique, à l'exception de l'ouvrage d'entretien entre Pierre Bourdieu et le plasticien Hans Hacke, Libre-Échange, qui est quand même assez ancien maintenant, il y a très peu de supports qui abordent de manière réflexive les enjeux, les pratiques, les méthodes, les effets, mais aussi les limites de telles collaborations. Et en même temps, on a été très frappés avec Annabelle depuis les 9 mois qu'on prépare cette journée, du fait qu'en 9 mois, les choses se sont encore accélérées. Il y a un colloque qui a été fait en octobre 2022 à Bordeaux, le terrain en art vivant, récit, méthode, pratique. Il y a un numéro de la revue Questions de communication qui est paru en 2022 sur ces enjeux. Et puis il y a un appel à articles de la revue Interrogation qui est en cours actuellement et qui s'appelle Apport conceptuel et méthodologique des entrecroisements entre production artistique et sciences humaines et sociales. Alors cette journée d'études, elle se donne pour objectif de revenir sur les complémentarités, mais aussi les différences entre ces disciplines artistiques et les disciplines des sciences humaines et sociales, pour faire un point sur ces modes de collaboration possibles entre les mondes de l'art et les univers académiques, mais aussi d'aborder les limites de telles démarches et ce qui peut se jouer dans la collaboration qui peut permettre de les dépasser.
Donc on a choisi de donner la parole essentiellement à des universitaires et des artistes qui sont d'horizons et de disciplines variées, mais qui ont collaboré dans le cadre de projets originaux pour réfléchir à ces questions. Alors, sachant, je l'ai dit tout à l'heure, que ces deux mondes sociaux répondent à des logiques professionnelles spécialisées, qu'ils ont des attentes propres, plusieurs questions se posent. Comment entrer en contact? Et puis ensuite, comment dialoguer? Avec quels outils? Est-ce que ce sont des outils qui sont communs? Est-ce que ce sont des outils qui sont empruntés d'un monde à l'autre? Est-ce que ce sont des outils qui ont été créés spécialement à l'occasion de la collaboration? Comment est-ce que les sciences sociales peuvent devenir concrètement des sources d'inspiration pour les artistes contemporains? En quoi la collaboration des sciences sociales avec les univers artistiques peut permettre aux sciences sociales de réfléchir sur leur forme et leur potentiel d'innovation, comme le suggère l'historien et écrivain Ivan Jablonka, qui a aussi été l'un des pionniers des réflexions en la matière, qui, comme d'autres, se situe vraiment à l'interface des deux mondes. Mais aussi, autre question, est-ce que ces nouvelles collaborations correspondent à un renouvellement des stratégies d'acteurs, des formes et des discours de chaque champ professionnel pour maintenir et contrôler sa visibilité auprès de son réseau de pairs et dans l'espace public? Donc ça, c'est clairement une question sociologique importante aussi. Ou bien, est-ce que ces collaborations sont le signe de mutations plus structurelles dans les champs artistiques et scientifiques? Quel est le rôle, autre question importante, et la place de chacun dans de telles collaborations ou dans ces coproductions? Est-ce que la montée en puissance et les potentialités nouvelles qu'offrent les technologies numériques changent la donne? Et puis enfin, quelles sont les pierres d'achoppement éventuelles dans ces approches? Parce que les critères de validité et d'évaluation scientifique et artistique ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui peut entrer en tension? Et comment peut-on dépasser ces tensions? Ces collaborations peuvent-elles affecter à la fois la pratique de la recherche en sciences sociales et les pratiques de création artistique prises dans leur diversité? Mais aussi, qu'en est-il lorsque des artistes sont aussi universitaires ou des universitaires artistes, et ils sont très nombreux? J'ai évoqué Yvan Jablonka, Christine Letray, mais il y en a beaucoup d'autres, Pierre-Emmanuel Sorigné, qui est à la fois danseur et sociologue de la danse. Comment est-ce qu'ils arrivent à combiner les impératifs de leur recherche scientifique et la subjectivité de leur création? Mais aussi, qu'en est-il et que sait-on de ces expériences hybrides de collaboration dans leur réception par les publics, voire lorsque les publics participent à ces créations? Et à quel public, finalement, ces œuvres produites en collaboration s'adressent-elles? Enfin, dernier point, on espère également avoir l'occasion d'insister sur la dimension pédagogique que peuvent recéler ou entraîner ces collaborations. Comment impliquer les étudiants en sciences sociales et en art dans une recherche-création? Par exemple, dans quelle mesure l'usage de supports artistiques peut-il contribuer à l'émergence et à la formation de nouvelles méthodes en sciences sociales qui compléteraient le panel des méthodes qualitatives et quantitatives dont on dispose déjà? Donc c'est à toutes ces questions en fait qu'on souhaite inviter à réfléchir aujourd'hui, qui vont être complétées donc par Annabelle. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation extrêmement complète, ce tour un panorama extrêmement complet de toutes les possibilités de collaboration entre art et sciences sociales. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je voulais commencer ma prise de parole par remercier évidemment d'abord les intervenants pour avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous aujourd'hui dans les circonstances que l'on connaît, intervenants également publics. On a eu beaucoup de sollicitations pour de la visioconférence. Alors, dès le départ, on avait décidé que ce serait en présentiel, tout simplement pour contrecarrer nos mauvaises expériences de l'hybride dans nos secteurs et dans nos disciplines et dans le
cadre de nos cours. On s'y est tenu, mais grâce à l'Université populaire d'Amiens et Francis Perrault que je remercie évidemment. Et les interventions seront finalement filmées avec l'accord évidemment de chaque intervenant, ce qui pourra permettre à un public élargi de bénéficier des apports de cette journée. En tout cas, on a reçu, dès l'annonce en fait, de cette journée, on a reçu énormément de sollicitations pour de la visio, pour des vidéos, des conférences filmées. On a résisté, mais là, pour le coup, évidemment, les circonstances et la possibilité d'être filmé nous permettra justement d'élargir le public. Je voudrais évidemment remercier d'abord le CURAP SS et l'UPJV, et notamment au sein du CURAP Valérie Paco et Thierry Pleuret qui ont participé très activement à l'organisation de cette journée. Je voulais évidemment remercier à nouveau Brice Le Gall, donc, qui est sociologue et photographe, qui nous a permis d'utiliser son visuel. Je voudrais justement commencer mon intervention sur ce visuel-là, que vous avez normalement en main si vous avez pris le programme. La photo en elle-même n'a pas de titre, mais il met en scène et il fait dialoguer une œuvre de la street artiste parisienne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Mystique, et d'une œuvre que Mystique appelle tel est pris qui croyait me prendre, tel est pris qui croyait me prendre. Et face à ça, donc Brice Le Gall a utilisé ce qui était mis à disposition dans le dispositif, c'est-à-dire un miroir, pour prendre en photo une jeune femme qui se regarde, et donc toute une réflexion sur le genre, la beauté, etc. Je voudrais vraiment me concentrer sur le titre de cette œuvre de Mystique, tel est pris qui croyait me prendre, parce qu'il me semble que c'est une assertion très intéressante pour comprendre justement notre démarche du jour, c'est-à-dire comprendre comment deux modes de description, d'interprétation, d'analyse du monde social se saisissent l'un de l'autre, se saisissent, se contournent, se détournent, etc., dans un objectif, une ambition à la fois critique, émancipatrice, etc., comme l'a très très bien décrit Isabelle. Comment les sciences sociales, dans leur quête d'objectivité et de rigueur méthodologique, peuvent-elles être saisies par le processus créatif, et en retour, comment ce processus de création peut-il être déconstruit et enrichi par les sciences sociales. Voilà les éléments que Isabelle a déjà bien décrits, donc j'y reviendrai pas plus avant. Simplement peut-être qu'une question qui me paraît importante, c'est comment, au-delà de la seule question très traditionnelle de la vulgarisation scientifique ou de la médiation culturelle, on peut être amené à produire ensemble des données, tout un ensemble d'œuvres autour de sujets ou d'approches communes. Un point important, et en complément de la présentation d'Isabelle, c'était pour moi d'endosser en quelque sorte ma casquette de sociologue de l'éducation, c'est-à-dire sociologue des institutions académiques et éducatives, pour revenir justement sur les processus d'institutionnalisation de ces collaborations, notamment autour de la notion de recherche-création qui nous occupera beaucoup aujourd'hui, au sein des universités. Donc l'idée, c'était avec vous refaire en quelques mots vraiment une forme de socio-genèse des recherches-création à l'université ou dans les institutions académiques, ce qui permet d'éclairer à partir de la socio-genèse les processus d'institutionnalisation, et aussi la question de la définition de ce type de démarche. J'irai relativement vite puisque Isabelle a bien présenté le sujet. Par convention, la littérature sur la recherche-création, justement, considère que le lieu de naissance de cette démarche, c'est bien sûr le Québec, et en particulier l'Université du Québec à Montréal, et son acronyme UQAM. Il y a différentes phases dans ce processus d'institutionnalisation. La première phase, c'est celle à partir des années 60 et jusque dans les années 80, d'entrée des écoles d'art au sein de l'université. Ce qu'on appelle parfois en sociologie, par le terme barbare d'universitarisation, c'est difficile à prononcer, c'est-à-dire l'intégration des écoles d'art à l'intérieur des universités, ce qui pose des enjeux de reconnaissance
du processus de création, comment on évalue, comment on transmet dans le cadre d'amphithéâtre, par exemple, un ensemble de techniques et un processus de création. Comment on l'évalue également à l'aune des pratiques habituelles de l'université. Pour ce type de littérature-là, et notamment pour des pionniers comme Louis-Claude Paquin à l'UQAM, cette première phase d'universitarisation des arts à l'intérieur de l'université va avoir des effets en parallèle de la transformation, la néolibéralisation en quelque sorte du financement de la recherche. Et dans les années 90, au Québec, se voit créer un fonds de recherche du Québec, donc dédié à la société et à la culture, qui va véritablement impulser ou organiser et faire émerger et encourager le financement de recherche-création. Avec ces financements, ce fonds va apporter une forme de définition, dans un premier temps minimale, des recherches-création, mais qui pourra peut-être nous servir de base aujourd'hui. Pour ce fonds, s'entend comme recherche-création à partir des années 90 l'ensemble des démarches et des approches qui visent à la production de nouveaux savoirs esthétiques et théoriques. Donc là, on est vraiment dans quelque chose tourné autour des savoirs, de nouveaux savoirs, mais qui reste évidemment extrêmement large pour pouvoir permettre la multiplicité des innovations, ou en tout cas des initiatives plus exactement. Ce processus-là va avoir comme aboutissement en 1997 la création, toujours à l'UQAM, du premier doctorat de recherche-création, d'abord lié à la faculté des arts, donc entendu au sens pluriel du terme, mais aussi petite innovation du point de vue, enfin petite surprise du point de vue des universitaires français peut-être, au sein de la faculté des communications, qui prend en compte en fait ce qu'on appelle au Québec la création médiatique, donc le cinéma, tout un ensemble de productions de médias dits interactifs qui peuvent rentrer, donc, dont les jeux vidéo par exemple, qui peuvent rentrer justement dans cette démarche de recherche-création. Et l'idée au cœur de ce doctorat, c'est justement de former principalement des étudiants en arts plastiques à la démarche de recherche, et ils sont évalués sur la capacité à mettre en place un processus de création et à mettre en place un processus réflexif sur leur création à partir de la recherche. À partir du moment où se lance ce doctorat en 1997, eh bien, le contenu de la collaboration entre recherche et art commence également à s'institutionnaliser. Donc là, je reprends aussi les recherches, les travaux de Louis-Claude Paquin, qui définit le contenu de ce doctorat en plusieurs étapes ou en plusieurs éléments. Donc, une introduction qui contient, comme en sociologie, comme en sciences sociales, une problématisation, une conceptualisation, une construction d'objets, une revue de littérature et un positionnement par rapport à la littérature ou aux créations existantes. Puis, ce qui est au cœur du doctorat, véritablement, une description en elle-même du processus de création, ce qui peut contenir aussi la question de la réception de l'œuvre. Donc, ce qui est au cœur de ce doctorat, c'est vraiment de réfléchir à la question de la réflexivité, voire se revendiquer d'une proximité dans l'écriture, il était question d'écriture, avec l'écriture ethnographique mise en œuvre en anthropologie ou en sociologie par exemple, et l'utilisation de cadres de recherche associés à la socio-analyse par exemple. Donc ça, c'est un exemple, ou c'est le premier exemple en date en quelque sorte d'institutionnalisation au sein du monde universitaire des recherches-créations. Il me semblait important en fait de partir de là, tout simplement parce que ça permet d'avoir une forme de définition minimale, et on voit comment la définition minimale de la recherche-création, au fur et à mesure du temps, en fait, s'étoffe, tout en gardant un attrait et un intérêt pour la question de l'articulation et de la liberté dans les formes d'articulation entre art et sciences sociales. Quid de la France, évidemment. En France, évidemment, les recherches-créations sont associées aux écoles d'art, de beaux-arts et aux UFR des arts au sein des universités.
l'entrée de la recherche-création au sein des sciences sociales est beaucoup plus tardive en termes d'offres de formation. Un jalon important, il me semble, à citer, c'est 2010, la naissance à Sciences Po Paris de l'école des arts politiques qui délivre à partir de 2010 justement un master d'expérimentation en arts politiques qui est indissociable en fait de deux figures. La première figure, c'est une figure scientifique, c'est celle de Bruno Latour, qui est en fait l'initiateur scientifique de ce diplôme, et celle de Richard Descoings, à l'époque président de Sciences Po, directeur de Sciences Po, qui est en fait le porteur institutionnel et le financeur de cette initiative-là. La figure de Richard Descoings, et pas seulement parce que je suis sociologue de l'éducation et que je m'intéresse aux grandes écoles, m'intéresse ou m'interpelle particulièrement parce qu'en France, il me semble qu'il y a un ancrage extrêmement fort des recherches-créations dans les formes de hiérarchie académique et institutionnelle, qui reproduisent ou qui amplifient ces formes de hiérarchie institutionnelle. Et c'est vrai, notamment en sciences sociales, on voit ce type de recherche-création qui s'institutionnalise d'abord dans des institutions d'élite ou dominantes dans le champ des sciences sociales, donc Sciences Po, les écoles normales supérieures et le HESS en premier lieu. Et pour vous donner un exemple, dans quelques jours, il me semble le 15 mars, sera instituée à Sciences Po une maison des arts et de la création qui illustre bien justement la manière dont la recherche-création peut potentiellement reproduire ces schémas inégalitaires entre les institutions. Revenons, et j'aimerais bien revenir de manière plus longue, sur la question de l'école des arts politiques. Pour Bruno Latour, elle se nourrit de deux expositions qui mènent en 2002 et en 2005 à Karlsruhe. Une qui s'appelle Iconoclash et la deuxième qui s'appelle Making Things Public, où l'idée c'est vraiment de réfléchir avec des artistes sur la question de la représentation. Représentation politique, mais représentation par les images en quelque sorte. Et la question que pose Latour au sein de ces deux expositions, c'est la suivante: comment faire confiance ou comment se méfier, au contraire, comment apprendre à se méfier de nos représentants à qui on délègue le pouvoir en démocratie, mais également des images. Ce qui l'invite justement à prendre, à intégrer une démarche fondée non seulement sur les sciences sociales, en tant qu'anthropologue, philosophe, selon la définition qu'il se donnait de lui-même, art et politique. Pour cela, il est accompagné par plusieurs artistes ou plusieurs figures en quelque sorte qui circulent entre ces univers professionnels et sociaux. Donc Franck Lebovici notamment, qui aurait dû être présent en fin de journée, qui malheureusement ne pourra pas être présent, et Frédéric Touati, excusez-moi, qui dirige le master et l'école des arts politiques à Sciences Po aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de comprendre grâce aux arts la politique dans toute sa matérialité. Je pense que ça, c'est une question absolument essentielle sur laquelle on va revenir à plusieurs reprises aujourd'hui. Et pour Latour, en fait, ce qui l'intéresse, c'est la chose publique prise dans sa matérialité, la res publica, la République dans la chose publique, et non seulement la publicité de la chose, mais aussi la chose en tant que chose, en quelque sorte. Scientifiquement, pour Latour, évidemment, il se situe dans une démarche, dans le cadre de l'école des arts politiques, plutôt pragmatiste, inspirée de William James et de John Dewey, où il s'agit d'explorer un problème politique défini comme un problème par les acteurs sociaux, avec un attrait particulier pour l'expérimentation. Et l'idée pour Latour à l'époque, c'est vraiment essayer de trouver dans l'art des réponses à ce qu'il identifie comme un déficit de description des sciences sociales, un déficit de méthodologie qui peuvent permettre aux sciences sociales de décrire le monde social tel qu'il existe ou tel qu'il existera, notamment autour des enjeux écologiques qui s'imposent finalement dans cette formation de manière assez précoce jusqu'à devenir centraux dans la formation actuelle. Le problème de l'école des arts politiques, je pense que c'est un problème que rencontre de nombreuses recherches-créations, c'est aussi comment construire au sein d'une université, telle qu'on la connaît, avec ces fameux appels à projets,
un projet chemin faisant. Comment obtenir des financements alors qu'on ne sait pas à quel résultat aboutir? Ça, c'est des questions qu'on se pose souvent en tant qu'enseignant-chercheur quand on dépose un financement. C'est d'autant plus vrai, je pense, pour une recherche-création. Et dans quelle mesure, dans le cas de Sciences Po, ce type de positionnement est-il compatible avec une institution instituée, en quelque sorte? Et la solution proposée par la Tour et les Bofici notamment à l'époque, c'était de dire justement l'école va nourrir le débat public et elle va fournir de nouveaux cadres d'analyse aux futurs cadres, aux fonctionnaires de la nation. Au-delà de ces cas particuliers, mais qui à mon avis posent et redoublent les enjeux déjà bien dessinés par Isabelle, politiques, institutionnels et scientifiques, déjà décrits. Il y a évidemment, autour de cette institutionnalisation, un certain nombre de critiques qui émergent, et ça je voudrais vraiment qu'on y prête attention, parce que je pense qu'on y reviendra de très nombreuses reprises dans nos discussions. Et une chercheuse qui a été particulièrement critique à l'égard de cette démarche, c'est Carole Talon-Hugon, et je citerai un livre récent donc, qui est paru en 2021 au PUF, L'artiste en habit de chercheur, où elle souligne les risques de ce qu'elle appelle l'idéologie de la recherche-création. Pour elle, le principal risque de la recherche-création, c'est ce qu'elle appelle une réalisation étatique d'une idéologie libérale du projet, qui vise, selon elle, à dissoudre en quelque sorte les savoirs universitaires. Dissoudre les savoirs universitaires dans quelle dimension? Première dimension, dans leur dimension disciplinaire, et donc dans la rigueur qu'elle associe avec la lecture disciplinaire. Et deuxième dimension, encore une fois, dans l'objectivité des savoirs et les méthodologies. Les deux sont liés, comme vous avez bien compris. Dans tous les cas, effectivement, pour elle, c'est vraiment la première critique, dissoudre les savoirs à l'université en valorisant la pluridisciplinarité qui est sur le papier potentiellement intéressante, mais qui potentiellement peut remettre en cause les équilibres à l'intérieur de l'institution universitaire et aussi la recherche de rigueur et d'objectivité dans la production des savoirs. L'autre risque, selon Carole Talon-Hugon, c'est vraiment créer ce qu'elle appelle une symétrie de façade entre recherche et création. Parler de recherche et création, c'est supposer qu'on parle sur le même, même considération pour le processus de production de la recherche et le processus de création. Or, ce qu'elle dit à partir de ce qu'elle observe des recherches-création mises en œuvre, notamment à Sciences Po, c'est que finalement, on valorise la création qui est dessinée, qui est comme l'espace pur et authentique en quelque sorte, contre le conformisme, le formalisme et finalement la censure qui serait à l'œuvre à l'université. Donc on fait valoir cette critique artiste, pour reprendre le terme de Boltanski et Capello, pour déconstruire en quelque sorte et mettre de côté les savoirs universitaires. Et évidemment, qui pense à la question de la censure à l'université a peut-être en tête les débats autour de ce qu'on appelle parfois le wokisme, avec les colloques qui ont eu lieu avec des financements du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur directement en Sorbonne l'année prochaine. Dans tous les cas, qu'on adhère ou pas à ces critiques, il me semble important de les mettre en avant parce qu'elles posent des enjeux politiques et épistémologiques sur lesquels nous reviendrons. Pour finir, quelques axes de travail sur lesquels nous aimerions que les interventions reviennent, si c'est possible, en tout cas, qui nous semblent des axes de travail qui vont traverser un certain nombre d'interventions. Donc quelques axes qui sont au nombre de 4, et je vous promets que j'irai très vite. Le premier enjeu, c'est celui, comme je l'ai dit, pour moi, pour nous, de la définition des objectifs de la recherche-création. Produire des savoirs en commun, pour reprendre le terme du Fonds québécois, suffit-il? Dans quelle mesure cet objectif est-il compatible à la fois avec les objectifs de création et avec la méthode et les postures scientifiques? Dans quelle mesure cet enjeu varie-t-il aussi selon les médiums artistiques mobilisés? La caractéristique de cette journée, c'est qu'on a souhaité en fait qu'il y ait des artistes, des types de projets qui soient extrêmement différents dans les arts
mobilisés, dans quelle mesure potentiellement il y aurait des arts qui seraient plus ou moins propices justement à cet échange plus ou moins égalitaire entre la recherche et la création. De la même façon, quel est le rôle des trajectoires sociales et scolaires de chacun, de l'artiste et du sociologue, de l'anthropologue ou de l'historien, dans l'échange et dans la réussite finalement de cette production de commun, en quelque sorte. Deuxième enjeu, et ça Isabelle l'a déjà souligné, la question du régime de l'écrit. Le régime de l'écrit dans la production de savoir en sciences sociales est absolument central. Même si on donne de plus en plus d'importance en sociologie, notamment au visuel, à l'image, c'est quelque chose qui est finalement relativement récent par rapport à l'anthropologie, par rapport à l'histoire via les archives. Donc dans quelle mesure justement la recherche-création permet de mettre à distance ou de penser à nouveau frais la question du régime de l'écrit dans la production des savoirs, dans la production de concepts, dans la conceptualisation et dans la cumulativité des savoirs. Pour Franck Rebovici, qui encore une fois n'est pas là, une théorie n'est pas nécessairement égale à un écrit académique, à un article scientifique ou un livre. Ça peut passer par une vidéo ou par une œuvre. Oui, non, dans quelle mesure? Ça, pour le coup, les interventions, je pense, pourront revenir sur ce point-là. Troisième enjeu dont Isabelle a parlé également rapidement, c'est celle de la place des publics. Pour un sociologue, le public, c'est le public qui le lit, c'est parfois d'abord un enquêté. Pour un artiste, c'est souvent d'abord un spectateur. Dans quelle mesure la recherche-création dérégule-t-elle la place traditionnelle de ces publics? Alors, certaines interventions vont revenir sur une démarche, sur un rôle du public plutôt associé à une démarche participative. C'est le public qui participe à la production de l'œuvre, à la production de la recherche-création. D'autres recherches-créations, justement, mettent au contraire le public complètement de côté, le limitent à un rôle de spectateur, en quelque sorte. D'autres encore interventions donnent au public un rôle évolutif. Selon l'étape dans la procédure de création, le public a un rôle différent. Donc ça, pour le coup, troisième enjeu, la question du public, des rôles des publics, je pense que c'est quelque chose d'important sur lequel on souhaiterait revenir. Et enfin, mais là j'irai très vite, qu'est-ce que l'art fait à la posture scientifique et réciproquement? Dans quelle mesure, encore une fois, est-il possible de produire des données et des résultats d'enquête dans le cadre des sciences sociales, dans le cadre d'une recherche-création? Quelle place également pour la réflexivité? Il me semble, et d'expérience, maintenant que j'ai un petit peu de recul dans mon expérience propre de recherche-création, qu'il y a dans ce type de démarche beaucoup d'importance donnée à la réflexivité, ce qui est aussi associé au processus de création. Dans quelle mesure la place traditionnelle de la réflexivité dans les recherches en sciences sociales se voit-elle justement reconfigurée ou amplifiée, ou au contraire mise de côté par la création? Dans mon cas, par exemple, j'en parlerai tout à l'heure, ça a été plutôt amplifié. Dans quelle mesure on peut gérer en tant que sociologue cette amplification parfois, qui m'a paru parfois démesurée, de la question de la réflexivité par rapport à d'autres éléments de la recherche-création. Voilà donc quelques enjeux, quelques axes de travail sur lesquels on aimerait revenir à partir des thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc celle dès maintenant du genre et de la mobilité dans l'espace social avec Isabelle et Jeanne Champagne, celle des inégalités à l'école, donc ça c'est ce matin avec l'équipe du GIRCEF, moi-même et Thomas Tudou, et puis cet après-midi, la question des violences sous toutes leurs formes, en quelque sorte, violences dans le cadre de débats et d'enjeux écologiques et d'industrialisation, de désindustrialisation, violences coloniales, et aussi autour des questions liées à la maladie et la stigmatisation des malades du sida dans l'après-midi. Et il me reste donc à laisser la parole à Isabelle et à Jeanne Champagne pour leur présentation, et encore une fois à vous remercier de votre présence aujourd'hui. Merci. Excusez-moi, j'ai un petit groupe à faire rentrer, je peux me permettre d'aller. Bien sûr, c'est très gentil.
Can I ask a question? Yes. Sorry, I can't speak French, but I understand. So I understood what you said, but why were you looking only at Francophone scholarship? Because in the UK, the question around practice-based research is being established much earlier than in Quebec is actually from the early 80s. And there's a lot of literature actually. Alors je vais reprendre en français. Merci beaucoup de cette question. En fait, j'ai fait aussi ma petite revue de littérature sur les recherches-création, y compris en anglais, et j'ai pas trouvé, et notamment sur la question des sciences sociales, la collaboration avec les sciences sociales, j'ai pas trouvé grand-chose, au contraire. Et à chaque fois, on me ramenait au cas du Québec et au cas de l'UQAM, donc par art, communication, par le truchement de l'école des arts, puis de l'école de la communication, puis des sciences sociales, on arrive à des recherches-créations en sciences sociales. Et là, pour le coup, évidemment, il y en a dans le monde anglo-américain, évidemment, pour des raisons liées à des logiques à la fois liées au monde de l'art et au monde académique de domination, bien sûr, au sein de ces univers-là. Mais dans la littérature que j'ai lue, en fait, c'était visiblement secondaire par rapport au monde francophone. Donc il n'y a pas de volonté de ma part de franciser ou de francophoniser en fait la recherche-création. I think the question around is more about practice-based research, is not tied to one specific discipline. Mais so it includes everything. Absolument. Là, vraiment, l'idée, c'était vraiment de travailler sur les recherches-créations qui existent bien sûr en art ou dans d'autres disciplines, mais sur la question des sciences sociales. Et là, pour le coup, on me renvoyait dans la littérature, toujours à l'UQAM. Mais ça, évidemment, c'est des choses sur lesquelles on pourra rediscuter dans la journée. Merci beaucoup. Je laisse la parole.